Amis auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers nos 59 médias partenaires, bonsoir et bienvenue au programme du studio Kalangu. Dans le forum de ce soir, nous allons aborder une question essentielle, une question qui concerne la femme. Le Niger, tout comme d'ailleurs ses voisins du Sahel, est confronté depuis quelques années à un défi sécuritaire lié à divers facteurs. Et cette crise sécuritaire affecte les conditions de vie des populations en général et en particulier celles des femmes et des filles dans les régions en proie à l'insécurité. Cette frange de la population, qui est la première victime, contribue aussi comme actrice de paix. Cependant, elles sont sous-représentées lors de la signature des accords de paix. Seuls 6% des signataires dans les processus de paix étaient des femmes selon les Nations Unies, malgré le rôle primordial des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité FPS révèle qu'entre 1992 et 2019, les femmes ne représentaient que 13% des négociateurs et 6% des médiateurs dans les processus de paix. Alors, la question principale à laquelle nous nous intéressons ce soir est la suivante. Quel est le rôle et la contribution de la femme nigérienne dans la sécurité de sa communauté ? Et pour avoir des réponses à toutes nos interrogations, quoi de plus normal d'organiser un débat intergénérationnel. Raison pour laquelle autour de cette table, nous avons mademoiselle Kadijatou Idani, qui est aujourd'hui justicière du Sahel. Alors, une justicière du Sahel qui est là avec nous ce soir. Nous avions également madame Ibrahim Mariama Alassane, en tout cas un visage qu'on ne va pas vous présenter. Elle est coordinatrice du réseau des femmes pour la paix, ancienne ministre et parlementaire. Nous avions également madame Lawali Neino. Elle est superviseure eau, hygiène, assainissement au niveau de Oxfam dans le département de Oualam. Un agent de terrain qui côtoie jour et nuit les femmes, les enfants et les filles. Et enfin, nous avons mademoiselle Aboubakar Bizo Rachida, secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Une organisation qui travaille aux côtés des femmes et des jeunes également. Je suis Olivier Assobavi pour la présentation de ce forum. Nous allons commencer avec cette première question. Je commence avec vous, madame Ibrahim Mariama Alassane. Vous qui aviez été ancienne ministre, ancienne députée, aujourd'hui coordinatrice du réseau des femmes pour la paix. Au Niger, quelle place occupe la femme quand il s'agit de la sécurité de sa communauté, madame? Merci. Il n'est un secret pour personne que la femme, dans sa présentation discrète, elle joue un rôle extrêmement important dans le maintien de la paix au sein de sa famille, dans sa communauté. Et ce rôle, elle pourrait le jouer également au niveau national. Donc, dès qu'il y a un conflit au sein de la famille, la femme a toujours été là pour apaiser les cœurs, pour ramener la sérénité et pour amener la cohésion au sein de la famille. Ce rôle, elle le joue également au sein de sa communauté, de sa grande famille et la communauté. Et des exemples sont là et font légion. Et nous pouvons revenir là-dessus. Justement, on va revenir là-dessus tout de suite même, si vous voulez. Quand on parle d'insécurité ou bien de sécurité, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de Boko Haram, on parle de terrorisme, mais le Niger a déjà connu des étapes très difficiles de son histoire. Quel a été le rôle que les femmes ont joué dans le temps ? Les femmes ont joué un rôle extrêmement important. À la veille de l'éclosion des mouvements de rébellion, il y a des femmes de la région d'Agadez qui ont créé une association des femmes contre la guerre. À l'époque, on trouvait ça exagéré qu'elles aient parlé de guerre. Ces femmes ont joué un rôle extrêmement important pour mettre en dialogue les rebelles et le gouvernement, les responsables en place. Et notre réseau, le réseau des femmes pour la paix, nous nous souvenons que la coordonnatrice de l'époque, Madame Pembelo,
avec la vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire, Madame Gazobi, et Madame Ben Wahab, qui est également présidente de cette association des femmes contre la guerre, se sont rendus à Agadez et avec l'appui des femmes, des familles des membres, des éléments de la rébellion, elles ont pu rentrer en contact avec le chef de la rébellion pour ramener à de meilleurs sentiments et à prendre langue avec le gouvernement. Donc ça, c'est un exemple au niveau national que nous pouvons citer de participation de la femme. Nous nous souvenons également qu'avec l'appel de Zender, une femme qui a lancé appel. C'était en 2009, si je ne me trompe pas. Oui, enfin, c'est en 2006, non? C'est en 2008, 2006. Je n'ai pas la date à la tête. Mais c'est vers cette période-là. D'accord. La femme, en lisant sa déclaration, elle a fondu en larmes. Une femme ne peut pas rester insensible dans des situations de trouble. Et elle s'auto-saisit de ces mouvements. C'est la même chose en ce qui concerne le problème des Arabes mohammedites. Notre réseau a envoyé une délégation pour mieux comprendre et pouvoir prendre position. Donc la femme ne peut pas admettre qu'il y ait des violences, qu'il y ait des conflits dans la communauté au sein de laquelle elle vit. Madame Lawali Neno, je me retourne vers vous. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans le département de Oualam, région de Tillabéri, une région un peu secouée par des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, quand vous observez la situation sécuritaire, la place de la femme, est-ce que cette place a évolué, comme vient de le dire Madame? Merci. Et par rapport à la sécurité au niveau de Oualam, moi je dirais que les femmes ne sont pas touchées. Même lors des attaques au niveau village, ils ne touchent pas les femmes. Une seule fois avec une balle perdue, d'après ce qu'ils nous ont raconté, donc c'est une balle perdue, donc une femme a donné l'âme à ce moment. Sinon, vraiment, les femmes ne sont pas touchées. D'accord. Et dans l'amélioration de la situation actuelle, est-ce que les femmes sont actives? Est-ce que les femmes sont en train de faire des choses, des actions pour ramener, en tout cas, de la stabilité dans cette région, dans ce département? Oui, elles font de leur mieux parce que il y a les comités de protection qui sont là et les femmes sont membres de ces comités. Donc, elles arrivent à sensibiliser les jeunes qui vont là-bas, de l'autre côté. Donc, vraiment, elles arrivent à attirer leur attention pour qu'il y ait la paix, pour qu'ils ne s'intègrent pas dans les conflits-là. D'accord. Alors, Khadijatou Idani, vous êtes justicière du Sahel aujourd'hui. Oui. Quand vous observez cette situation, et on vient d'écouter une autre génération qui ont connu, je dirais pas le passé, mais un passé récent, et qui vivent notre actualité d'aujourd'hui. Quand vous écoutez cette génération, vous qui êtes de la nouvelle génération aujourd'hui, pensez-vous que les femmes sont assez impliquées dans ce processus? Je dirais pas assez, comme il le faut, parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à la génération de nos aînés et la génération actuelle que nous sommes. Parce que nous avons au moins la chance que nous pouvons nous servir des leçons apprises du passé. On a des témoignages et aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas parler de processus de paix et de sécurité sans pour autant parler de la femme, sans pour autant les impliquer. Pas parler de la femme pour dire qu'elle doit faire ci, elle doit faire ça, mais pour pouvoir l'impliquer, qu'elle ne soit pas bénéficiaire ou qu'elle ne soit pas exemple, mais qu'elle soit actrice dans ce processus-là, dans les négociations, dans tout ce qui concerne la sécurité et la paix. La femme doit être actrice. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits avec les femmes et les jeunes filles, mais quand même, je ne dirais pas que c'est assez. Il faut encore faire plus. Il faut mettre de la rigueur dans tout ce que nous faisons et savoir mettre en lumière les compétences, la capacité que la femme a
dans sa communauté, au niveau national et même sous-régional. Aujourd'hui au Niger, les femmes nigériennes participent à tout le processus de la paix. Elles ont montré leurs preuves, elles ont montré de quoi elles sont capables. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir la paix ni la sécurité sans les femmes et les jeunes filles. C'est impossible. Alors, Rachida Bizo, quand on écoute cette discussion, qu'est-ce qu'on pense de la place ou bien du rôle qu'est en train de jouer les femmes nigériennes aujourd'hui dans le maintien de la sécurité dans leur communauté? Merci. Je pense que le rôle que joue la femme et la jeune fille est primordial dans ce processus, justement parce que elles sont les plus vulnérables et les phénomènes de l'insécurité touchent beaucoup plus les femmes et les jeunes filles. Parce que en parlant d'attaque ou bien d'exaction, même si on ne touche pas les femmes, les conséquences qui les récoltent, c'est les femmes qui les récoltent. Parce qu'une femme qui en a privé de son mari, de son fils, vous pensez qu'elle peut vivre tranquillement dans cette société? Non, je ne pense pas. Donc je dirais que elles sont touchées, mais indirectement. D'une manière ou d'une autre, elles récoltent les séquelles de ces différentes actions-là. C'est pourquoi, justement, leur action et les interventions qu'elles sont en train de mener pour sensibiliser leurs fils, leurs maris, à non seulement préserver la paix, mais aussi à la consolider est extrêmement important. Elles sont vectrices de paix. C'est elles qui cultivent le dialogue de paix. Donc, il est extrêmement important que ces femmes-là puissent non seulement participer au processus, prendre part au processus, mais aussi qu'elles soient actrices, comme l'a dit Khadija, parce que sans elles, je pense que nulle paix n'est possible, étant donné qu'elles sont vraiment un pilier fondamental de la société dans laquelle nous sommes. Elles sont un pilier fondamental dans la société dans laquelle nous sommes et elles sont impliquées depuis longtemps, comme l'a rappelé Madame Ibrahim Mariam Alassane. Je suis avec vous, Madame Mariam. Comment on peut évaluer aujourd'hui l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité dans notre pays, le Niger? C'est simple. Il faut voir la représentation en leur sein des femmes. Les femmes sont sous-représentées. Et si on pense à mettre une femme, même si elle est là, je ne suis pas certaine qu'elle joue pleinement le rôle attendu d'elle. Est-ce qu'elle a la parole? Est-ce qu'elle est impliquée réellement pour la paix? Donc, il y a cette première chose. Toutes les institutions, vous avez au niveau national des organes qui sont mis pour le dialogue. Il faut vérifier de ce côté-là si la représentation des femmes est importante. Il y a ce que nous appelons les structures du code rural au niveau des zones rurales qui sont là pour apaiser, et prévenir les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Là-dedans, dans les commissions foncières, qu'elles soient de base communale, départementale ou régionale, vous verrez que la représentation des femmes, on leur a donné 2 places. Et ces 2 places, le choix de la femme, on ne sait pas comment ça se fait. Il y a un tas de choses que vous pouvez vérifier si elle est. Donc, c'est assez facile. Et au niveau national, n'en parlons pas. Je ne sais pas si dans les délégations de médiation ou qui traitent des questions post-conflit, ou si les femmes sont impliquées, moi je n'ai pas connaissance. Donc, c'est ça les critères, c'est ça les indicatifs de l'implication de la femme. Mais avec des partenaires avec lesquels nous travaillons, il y a des expériences très, très probantes. Vous allez nous raconter ces expériences-là dans quelques temps, mais en attendant, Khadija Tuidani, on a compris que le rôle de la femme jusqu'alors, et sa contribution dans la sécurité de sa communauté se limite toujours à ce rôle de mobilisatrice, conseillère. Est-ce que c'est assez pour avoir de la paix, pour avoir une paix? Non, absolument pas. Absolument pas. Et le rôle de mobilisatrice, ça, tout le monde peut jouer ce rôle-là. Quelle qu'en soit l'insécurité, tout ce qu'il y a. Au fait, c'est pas que les femmes sont vulnérables, mais c'est parce que nous supportons tout.
c'est nos maris, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui en subissent. C'est normal que nous puissions sentir ça dans notre âme. C'est normal que nous soyons sensibles à ça. Et c'est pour ça que quand la femme, sur les questions de la paix, quand la femme est responsabilisée, elle saura par tous les moyens travailler d'arrache-pied, se donner à fond dans cette situation, parce que c'est une réalité qu'elle vit dans sa chair, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir ramener la paix dans sa communauté. Réduire la femme aujourd'hui au rôle de mobilisateur, de facilitatrice, ne peut pas nous aider à régler le problème. Les compétences, nous en avons. C'est tout à l'heure, comme Madame la ministre était en train de le dire, et avec aussi la tantie, nous avons des histoires qui sont là. Les femmes ont fait leurs preuves. Mais nous assistons à un monde dans lequel on est toujours en train de reléguer la femme au second rang. C'est vrai, on est dans une société, le Niger, dans une société patriarcale. Souvent, les gens n'arrivent pas à se départir de leurs émotions personnelles, de leur vision d'eux-mêmes, pour voir l'intérêt général, pour voir la capacité de la femme. Ne pas la réduire à sa statut de femme, mais d'être humain, qui a des compétences et qui est capable de résoudre un problème général que nous subissions tous. C'est là le problème. Et il faut que nous allons au-delà de ça et qu'on puisse vraiment responsabiliser la femme réellement, que ça ne soit pas juste des politiques et des discours, des témoignages, parce qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit la personne qui va parler, on va reconnaître cette capacité à la femme. Mais pourquoi on ne responsabilise pas la femme? C'est la question qu'on se pose. Alors ce soir, chers amis, nous parlons des femmes dans nos communautés et leur rôle dans la promotion de la sécurité. Et je pense surtout à celles qui ne sont pas dans les instances de décision, c'est la femme rurale qui aujourd'hui nous écoute ce soir. Alors Rachida, je me tourne vers vous. Un exemple pratique. La haute autorité pour la consolidation de la paix est dirigée par un homme. Le WACF, le fonds d'aide aux veuves et tout, sa gestion est confiée à une femme. Est-ce que c'est une prolongation, même dans l'ordre politique, de ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau? En fait, tout à l'heure, nous disons qu'il ne s'agissait pas de faire participer uniquement la femme, mais qu'elle devait être actrice. Actrice comment? C'est que le rôle qu'elle doit porter, c'est pas qu'il lui est dévolu, parce que quand on dit dévolu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui confie ce rôle. C'est que elle-même, elle doit entreprendre d'elle-même, c'est que elle doit se lever pour se dire que moi, en tant qu'actrice, en tant que pilier fondamental de cette société-là, il est extrêmement important que je puisse valablement représenter cette société pour que cette société demain ne puisse pas me demander des comptes. Moi, je pense que pour la question de responsabilité, c'est pas assez. C'est vrai que il y a des pas qui sont en train d'être faits, mais c'est pas assez. Surtout si on parle de la femme rurale. Les comités villageois de paix sont mis en place, mais allez savoir comment est-ce que ces comités-là sont mis en place. Ces comités, comment est-ce que la participation des femmes est faite? Soit on lui confie le rôle de secrétaire, ou bien on lui confie le rôle de trésorière. Pourquoi pas présidente? Parce que nous, on se dit que la femme, sa sensibilité et aussi, comme on dit, sa responsabilité elle ressent à l'endroit de sa communauté, il va jusque dans la génération présente, mais aussi dans la génération future, parce qu'elle regarde d'ici 10 ans, par exemple, qu'est-ce que mes enfants vont devenir, et cette société, comment est-ce qu'elle va les accueillir. Madame Ibrahim Mariama Alassane, dans les régions, par exemple, les questions sécuritaires sont gérées par le gouverneur, et parmi les 8, on ne compte aucune femme. Madame, qu'est-ce qui expliquerait cette non-représentation des femmes à certains postes stratégiques? J'ai donné un exemple, je le redonne encore aujourd'hui. La haute autorité pour la consolidation de la paix est dirigée par un homme. Et le WACF, le fonds pour aider les veuves et les veuves, est géré par une femme. Est-ce que c'est un prolongement politique de ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau? Bien sûr. Notre société est dominée par les hommes. Ils prennent les décisions et ça se reflète dans les responsabilités et la conception de tout, y compris ce qu'elle vient de dire, les comités de paix. Ceux qui les ont conçus et mis en place,
Ils sont à dominance homme. Et ils ne pensent pas à... Il y a une expérience que je voulais vous dire tout à l'heure, où c'est carrément des femmes qui mènent le jeu. C'est l'expérience des femmes médiatrices que nous avons dans les départements de Boboy, à la région de Dosso, de Madaroufa à Maradi, où on a 600 femmes médiatrices qui ont été formées. Parce que nous savons, dans nos zones rurales, les principales causes de conflit, c'est les relations entre les éleveurs, les agriculteurs et d'autres corps de métier tels que les extracteurs de natron avec les éleveurs, parce qu'ils troublent les eaux, ou entre éleveurs eux-mêmes. Donc, on les forme dans les rudiments du code rural, on les forme en médiation, et on les responsabilise pour ce qui concerne justement la paix. Est-ce que c'est une initiative gouvernementale ou bien c'est une de la société civile? C'est une initiative de nos partenaires. Donc de la société civile. L'ONU Femmes de la société civile et que nous avons eu à exécuter. Donc ces femmes médiatrices aujourd'hui dans ces régions, vous êtes témoins parce que tous les ans, normalement, à la radio, on vous rapporte chaque fois ou à la télé des bagarres entre agriculteurs et éleveurs. Depuis un certain temps, vous n'entendez plus parler de ces bagarres. C'est l'action de ces femmes médiatrices. Il y a 10 femmes médiatrices par village qui s'autosaisissent. Elles font d'abord la sensibilisation. Elles sensibilisent leurs concitoyens sur l'accès à la terre, aux espaces de pâturage, les couloirs de passage, la réparation des dégâts champêtres, tout cela, elles sensibilisent. Et parce que un problème mal réglé ou l'ignorance même amène à des conflits et à retarder. Et cette expérience-là, c'est une expérience qui a très bien marché selon vous? Qui a très bien marché. Parce que le nombre de conflits dans ces zones qui sont reconnus au plan national comme des zones où les conflits sont récurrents chaque fois en début de saison de pluie ou à la fin de la saison de pluie, c'est toujours des conflits. Donc depuis l'intervention de ces femmes, et ces femmes ne se sont pas limitées à cela. Ces femmes se sont autosaisies des conflits communautaires entre des communautés. Elles se sont saisies des problèmes même de conflits entre mari et femme, entre coépouses, pour la cohésion sociale. Et vraiment, ça marche très bien. Et elles sont respectées, elles sont acceptées. Elles sont acceptées aussi bien des autorités administratives que des autorités coutumières. Parfait. Merci beaucoup, madame, pour ces éléments de réponse et ces expériences que vous avez que vous avez choisi en tout cas de partager avec nous. Chères auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices, si vous venez de nous rejoindre, le thème de notre émission d'aujourd'hui est axé sur le rôle et la contribution de la femme nigérienne dans la sécurité de sa communauté. Nous sommes au studio avec madame Lawali Neno. Elle est superviseure eau, hygiène, assainissement au niveau du département de Walam pour le compte d'Oxfam. Nous avons également mademoiselle Aboubakar Bizo Rachida, secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Nous avons avec nous madame Ibrahim Mariama Alassane, coordinatrice du réseau des femmes pour la paix. Et nous avions Khadija Tuidani qui s'est improvisée justicière du Sahel pour le débat. Alors le débat continue cette fois-ci avec un autre aspect, celui des moyens. Quand on parle de la sécurité, qu'on soit femme ou homme, il faut nécessairement des moyens humains, financiers, matériels et structurels surtout. Khadija, penses-tu aujourd'hui que les femmes ont ces moyens pour en tout cas assurer la sécurité de leur communauté ou bien contribuer à assurer la sécurité de leur communauté? Ok, merci bien pour la question. Et moi, avant de répondre, je voulais un peu préciser par rapport à mon rôle du justicière du Sahel. Justement, c'est toujours un programme de Oxfam sur les inégalités au Sahel. Ils ont fait un peu
des enquêtes toujours sur leurs interventions pour voir des profils qui sont en train justement de lutter sur des thématiques bien spécifiques concernant les inégalités au Sahel. Donc pour le compte du Niger, on est 3 dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Au Sahel, il y a des profils comme ça qui ont été identifiés. Voilà, maintenant donc, tout est clair. Tout est clair, je ne me suis pas improvisé. Maintenant pour répondre à la question, tout ce qu'on est en train de dire justement, il nous faut des moyens, que ce soit humain, financier et matériel, pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir mener à bien, de pouvoir réussir cette mission-là, ce combat-là. Et par rapport à ça, aujourd'hui, je dirais que au-delà de nous, notre engagement en tant que femme, en tant qu'acteur de la société civile, nous avons énormément de partenaires qui nous accompagnent. Et c'est aussi une façon, l'État est aussi là, parce que peu importe ce que nous voulons faire, tant que l'État ne nous accompagne pas, tant que l'État ne nous accorde pas son accord, sa confiance et tant que le contrôle, les partenaires sont aussi là parce que l'État les a permis d'être là. Donc je dirais que le premier soutien, c'est d'abord l'État. Oui, et maintenant à travers les partenaires techniques et financiers qui sont là, ils font énormément de choses d'appui aux structures des femmes, justement pour pouvoir former et responsabiliser les femmes, comme Madame la ministre a eu à le dire. Et c'est vrai, c'est pas assez. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, c'est pas assez, mais ça vient. Mais quand même, je dirais que de ce soutien-là, il y a une base qui est là, il y a déjà un minimum sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir faire tout ce que nous sommes en train de faire. Et on n'a qu'à voir l'exemple que Madame la ministre a donné tout à l'heure avec ces femmes facilitatrices et médiatrices et avec le travail énorme qu'elles sont en train de faire. Imaginez si elles ont encore plus de moyens, plus de responsabilités, plus d'opportunités pour pouvoir faire encore plus. Mais je dirais qu'on va régler tout simplement le problème du Niger. Imagine que dans tous les villages au Niger, dans les communes, on a des initiatives pareilles et des femmes comme ça qui se battent pour régler tout ce qui est problème, tout ce qui est conflit dans la communauté. Je crois qu'on va attaquer le problème à la base, à la source, et on pourrait vraiment... Donc la question des moyens reste encore une question sur laquelle il faut réfléchir. Oui. Alors Madame Amina Lawaline, vous aujourd'hui vous êtes agent de terrain. Comment vous travaillez avec les autorités, c'est-à-dire comment les autorités vous approchent dans les communautés pour en tout cas aider à régler les conflits? Donc je peux parler par exemple de conflit autour du point d'eau, comme c'est ce que je oui, c'est ce que vous gérez. Oui. En tout cas, parmi les membres du comité, il y a des femmes qui existent, qui règlent l'accès au point d'eau pour qu'il n'y ait pas vraiment de perturbations, de conflits autour du point d'eau. Il y a des femmes qui règlent les usagers par rapport à l'ordre d'arrivée, comment il faut faire payer l'eau au niveau de la borne fontaine. Là, vraiment, maintenant, ce problème-là, vraiment, tend à disparaître. En tout cas, là, elles ont joué un rôle. Mais ce que je voudrais attirer l'attention de nous, qui sommes toujours sur le terrain, par exemple, quand on choisit une femme pour un poste, c'est à nous d'exiger à ce que cette femme-là met en œuvre ses rôles de ses postes. Il ne faut pas laisser, on dit de non, la femme, elle est présidente ou trésorière, mais elle ne joue pas le rôle de trésorière. Quand vous venez vérifier la caisse, vous trouvez la caisse avec un homme. Elle est là de non. Il lui communique, il faut dire que c'est tel montant. Non. Maintenant, c'est à nous qui sommes acteurs sur le terrain, vraiment d'exiger à chaque fois, il faut toujours attirer l'attention des hommes. Ces femmes-là ont été choisies en assemblée. Donc, il faut leur laisser jouer leur rôle. Elles ont reçu la formation en même temps que vous. Elles connaissent leur rôle. Donc, il faut les laisser jouer leur rôle. Donc, vous voulez dire que même celles qui ont des responsabilités, on ne leur donne pas assez de moyens, assez de temps, on leur confisque, oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, des fois, pas à 100%, ça commence à s'améliorer maintenant. Mais vraiment... C'est vrai que madame, vous êtes diplomate, mais nous, on veut la vérité, rien que la vérité. Oui. Alors, madame, est-ce que c'est un fait nouveau ou bien c'est quelque chose que vous avez déjà constaté depuis votre long parcours? La confiscation des rôles, oui. Mais vraiment, moi, je pense que c'est lié à la personnalité de la femme elle-même. Parce que quand tu t'engages devant une assemblée à remplir un rôle, tu dois tout faire pour que ce soit toi, puisque c'est ta responsabilité quand même qui est engagée. Tu dois refuser que quelqu'un te parraine ou qu'il te substitue à toi pour jouer ce rôle.
Donc, je pense que c'est ça, ça fonctionne. Mais la tendance, elle est là, elle existe. Hein. Elle existe dans tous les domaines. Même à un niveau supérieur, vous verrez toujours un homme qui pense que celle-là, là, elle ne comprend rien. C'est une femme, c'est pas son rôle. Il faut que je l'encadre, ou bien il faut que je prenne le devant, ou bien il faut que je l'incite à faire ci, je l'incite. Mais c'est la personnalité de la femme qui doit jouer là pour arrêter cette tendance. Et bon, peut-être qu'après les avoir installés, il faudrait les prendre un peu en formation, en briefing, pour leur dire, voilà, ce que tu dois faire, ou même la doter des moyens de travail, des formulaires de travail. Alors, Madame Ibrahim, vous nous tenez une très bonne perche. On parle là des moyens. Les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi structurels. Vous, aujourd'hui, avec une grosse expérience derrière, est-ce que vous avez déjà entamé des processus pour, en tout cas, transférer toutes ces compétences, toutes ces valeurs, toute cette histoire que vous avez, en tout cas, construit autour de la résolution des conflits à travers les femmes, avec les femmes, à la nouvelle génération qu'on a en face de nous aujourd'hui, madame? Mais nos membres comptent également des femmes beaucoup plus jeunes que nous. Nous travaillons dans les mêmes structures et notre direction au niveau de REFEPA, elle est collégiale. La coordination comporte au moins 6 membres et dans ces 6 membres, peut-être que je suis la plus âgée, il y a des femmes beaucoup plus jeunes qui nous voient faire et on les incite. Mais il est important de les attirer au sein de ce mouvement pour qu'elles fassent leur apprentissage, que leur expérience, comme ça, même si nous venons à partir, elles sauront. Il faut que l'histoire continue. L'histoire continue, la relève soit faite. Voilà. Et c'est ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de préparer la relève. Parce que dans tous les cas, même si nous sommes vivants, il y a des moments où nous devons arrêter parce que nous ne sommes plus capables de faire ces kilomètres, d'être tout le temps sur le terrain, vérifier et être avec les gens. Donc il faut que cette relève soit valablement assurée. Vous, aujourd'hui, à Walam, comment est-ce que vous aidez, quand je parle de vous, je parle d'Oxfam, comment vous aidez les femmes de Walam aujourd'hui à répondre aux problèmes de sécurité de leur communauté, madame? Par rapport à la sécurité dans la ville de Walam. Ouais. Si vous voulez, vous nous parlez surtout au niveau des points d'eau, il n'y a pas de problème. Oui, en tout cas, c'est au niveau des points d'eau que je maîtrise vraiment. Voilà. Parlez-nous de ce que vous maîtrisez alors, madame. Donc, par rapport aux points d'eau, il y a des heures où les femmes vont chercher de l'eau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le règlement d'accès. Ça va permettre aux femmes d'aller librement, sans problème, pour puiser l'eau et revenir à la maison sans problème. Et il y a les moments où les hommes vont, il y a les moments où les éleveurs, où c'est les éleveurs qui vont. Et tous ces problèmes-là, monsieur Olivier, c'est dû je dirais, à la scolarisation de la jeune fille. Ah ouais. En tout cas, si la fille n'est pas... moi, je parle du monde rural. Si la fille n'est pas scolarisée, vraiment, il y a toujours ce problème qui persiste. Les femmes ne peuvent pas prendre... Même si elles ont un poste de responsabilité, bon, ça commence... Vraiment, c'est pas assez, ça reste beaucoup. Elles ne peuvent pas prendre la décision à nager, s'éteindre debout. C'est pas toute femme. Ça commence, mais là, c'est pas assez. Vous touchez du point du doigt le problème de formation. Donc. De formation, oui. Parce que je vous donne un exemple. Moi, j'ai 20 ans. J'ai fait 20 ans sur une moto d'été, Tawa et la région de Maradi. Mais quand les femmes me voient, il y a des directeurs même qui me demandent, des directeurs d'école, de venir faire des sensibilisations au niveau des classes d'examen. Parce que les mamans, là, elles disent aux enfants, filles, quand vous allez à l'école, là, le jour des examens, là, il ne faut rien écrire sur vos papiers. Donnez les papiers comme ça. Mais l'année, là, quand j'avais fait, le directeur de l'école, là, m'avait demandé, c'est une école à Bobanko, une école de Kanambakashi, département de Mayaï. Quand j'avais fait ces sensibilisations-là, le taux a augmenté. Il m'a beaucoup félicité. Le village, ils ont tenu une AG, ils m'ont beaucoup félicité. Et jusqu'ici, je vous dis que les femmes, ces filles-là sont devenues enseignantes. Donc, ces filles-là, elles peuvent occuper les postes et bien parler. Mais les autres, là, celles qui n'ont pas
la chance d'aller à l'école. Vraiment, tout ça, là, c'est le goulot d'étranglement. Comme on le dit, il faut toucher un problème. Tu verras il y a encore un autre problème là-dessus. Ouais. Et c'est ce qu'on vient de découvrir autour de la table. Pour bloquer les femmes, on leur demande de remettre des papiers, des copies blanches. C'est les mamans qui disent, parce qu'elles veulent marier les filles. La voisine a marié sa fille, elle a fait les tasses, le lit. Et moi aussi, j'ai des choses. Mais pourquoi? Moi aussi, je voudrais marier ma fille pour qu'on voit ce que les moyens que j'ai pour amener. Alors, Khadija, Madame Amina vient de toucher un problème très, très, très sensible. Je pense que ce qu'elle voulait dire, on l'a tous compris ici. Hein. Tant que la femme n'est pas bien éduquée, elle ne peut pas occuper une poste de responsabilité, elle ne peut pas gérer un conflit. On est presque tous d'accord par rapport à ça. Tu as envie de faire un commentaire? Oui, il y a une nuance qu'il faut faire. Vas-y. Être bien formé à l'école, aller à l'école par exemple, être scolarisé, n'est pas conditionné, ne conditionne pas forcément la place que la femme doit occuper dans la gestion des conflits. Même si elle est importante. C'est importante, mais ça ne conditionne pas. Parce que ici, aujourd'hui, au Niger, 76% des filles ne partent pas à l'école. Mais pourtant, elles sont là, c'est des femmes. Et maintenant, les chiffres ont même évolué. Mais pourtant, dans les zones, en milieu rural et tout, des femmes, elles ont des compétences. Elles gèrent des conflits sans pour autant... L'exemple des femmes médiatrices, voilà. C'est des femmes qui n'ont pas été à l'école. Mais aujourd'hui, elles gèrent très bien des conflits. La question de l'éducation, elle est transversale. C'est très important d'éduquer. C'est un droit pour les jeunes filles. C'est bien, ça va faciliter plus leur participation politique, l'entrepreneuriat, ça va leur créer plus d'opportunités, mais quand même, c'est pas une condition de leur participation à la gestion des conflits et même au processus de la sécurité dans leur communauté. Rachida, tu as envie de faire un commentaire? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les femmes, les jeunes filles ne sont pas assez scolarisées a un impact sur leur capacité de gestion de conflits? Je dirais oui. Parce que la majorité de la population nigérienne n'est pas scolarisée. Là, c'est un problème qui est là. Mais si on veut résoudre ce problème aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse avec les moyens de bord, avec ce qu'on a. Donc, c'est ce qu'elles ont expliqué. Elles n'ont pas besoin d'être scolarisées pour participer de la gestion des conflits. Mais ça veut dire qu'on doit travailler pour l'avenir. Ça veut dire qu'on doit travailler à ce que la génération qui est là en train de se lever, cette génération future, puisse aller à l'école afin qu'elle puisse non seulement jouer le rôle de médiatrice, non seulement jouer un rôle dans la gestion des conflits, mais qu'elle puisse occuper des postes de responsabilité. Pourquoi pas le président de la République? Je le dis toujours. Si les femmes n'ont pas cette chance d'aller à l'école, elles seront toujours reléguées au second plan et les responsabilités qu'elles auront seront toujours des responsabilités qui seront déléguées par les hommes. De ce fait, ils vont choisir ce qu'ils veulent attribuer aux femmes et ils vont garder le meilleur pour eux. On ne peut pas partager un gâteau et donner la meilleure part à quelqu'un. Ils se partagent toujours la part belle du gâteau et ils nous donnent ce qu'ils ne veulent pas ou là où on n'a pas assez de voix, où notre voix ne porte pas pour réclamer des choses. Donc je pense que l'éducation est extrêmement importante, la scolarisation est importante, mais ce n'est pas une condition pour que la femme de maintenant puisse participer dans la gestion des conflits. La sécurité de nos jours est aussi digitale. Là, je me tourne vers la nouvelle génération, la nôtre. On parle depuis longtemps de cybersécurité. Dites-moi, Khadija, comment arrivez-vous à faire comprendre aux femmes que de nos jours, la sécurité des communautés dépend aussi de nos habitudes sur WhatsApp, Facebook et les autres plateformes digitales? C'est un travail tout simplement de sensibilisation qui continue. Tout ce que nous faisons sur le terrain, nous le faisons aussi sur les réseaux sociaux, en partageant nos actions, en essayant d'interpeller. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est là-bas. Mais aujourd'hui, nous parlons de la femme et des jeunes filles. Et surtout sur les réseaux sociaux, c'est pas les hommes qui décident de donner la parole aux femmes. Heureusement. Heureusement que tout le monde est libre de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je fais mon forfait, j'installe mon WhatsApp, mon Facebook, je suis libre. Bien que même là, on essaye de nous dire qu'on ne doit pas être là. Mais nous sommes là et nous essayons de dire aux femmes que c'est aussi un espace qu'elles doivent occuper pour pouvoir également continuer à jouer leur rôle. Et leur rôle de gardien, à pouvoir travailler pour la paix en faisant attention à tout ce que nous partageons
comme information, en faisant attention à l'image que nous donnons, au message que nous portons sur les réseaux sociaux, parce que ça impacte énormément. Les réseaux sociaux aujourd'hui, je dirais que c'est un couteau à double tranchant. On peut en faire, être sur les réseaux sociaux, c'est pas mal, c'est pas un problème. Mais l'utilisation que l'on en fait peut créer un problème justement. Et c'est quelque chose que vous expliquez aux femmes? Oui, et que nous devons être des modèles et aussi sur les réseaux sociaux. Super. Pour montrer que nous sommes des responsables aussi. Nous pouvons occuper des postes de responsabilité, nous pouvons interpeller, nous pouvons sensibiliser sur la paix, être vraiment des modèles. Ne pas être sur les réseaux sociaux pour encore donner plus de raisons à ceux qui pensent que voilà, la femme, elle ne peut rien faire de bon, elle est tout le temps là pour des loisirs, pour des futilités, pour faire ci, pour faire ça. C'est ce côté-là qu'on ne doit pas montrer également sur les réseaux sociaux. Et nous sommes là-bas pour sensibiliser sur ça. Achida, tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui. Allez, vas-y, très Parlons rapidement. de l'utilisation responsable surtout. Parce que nous avons vu que c'est sur pratiquement Internet que même ceux qui recrutent les jeunes, que ce soit femmes ou garçons, pour les enrôler dans ces groupes armés non étatiques-là, sont sur les réseaux sociaux et ce qu'ils partagent incite les jeunes femmes et les jeunes garçons à les suivre. Donc du coup, non seulement ce que nous partageons, mais aussi ce que nous recevons comme information doit être pris avec modération. Parce que selon plusieurs études, les jeunes commencent à se radicaliser justement à travers les informations reçues des réseaux sociaux. Donc il faut savoir consommer, mais consommer avec modération. Merci beaucoup, madame. Une autre question, vraiment générationnelle. Récemment, au niveau régional, il y a eu la mise en place d'un réseau de femmes de lutte contre la paix. Est-ce que vous êtes impliqués, vous êtes à l'origine, est-ce que vous avez joué un rôle dans ça? C'est le réseau des femmes du G5 Sahel. Exactement. Avant de vous répondre, je voudrais revenir sur, ça m'intéresse. Ah ouais, les réseaux sociaux vous intéressent? Les réseaux sociaux. Madame 2.0. Parce que vous savez ce que je voudrais dire, hein. Quel que soit l'effort que les unes ou les autres feront pour faire une participation responsable, dire des choses, la base, la souche, c'est déjà l'éducation de la fille et de la personne. Il y en a qui n'ont pas reçu d'éducation au sein de leur famille, qui promeuvent certaines valeurs sociales, qui, quel que soit, qui ne sont même pas conscientes de cette participation responsable, qui laissent exprimer leur vraie personnalité, c'est comment est-ce qu'elles ont été, c'est qu'elles sont réellement. Bon, donc ça, de ce point de vue, il y a une limite à cette participation responsable. Il faut commencer par les parents à mieux éduquer les filles, d'une manière générale les enfants, parce que ce sont les futurs acteurs du développement de ce pays. Donc, dans les réseaux sociaux, quel que soit l'effort qu'on fera, va surgir l'éducation. Le vrai visage, comme on dit. Voilà. Maintenant, alors, madame, en ce qui concerne ce réseau, il a été créé et je suis membre en tant que conseillère. Je pense que ce réseau, il ambitionne vraiment de faire le travail de prévention et de gestion justement des conflits. Et il est en train de s'installer dans les différentes régions. Est-ce que ces réseaux vous a permis d'apprendre d'autres pays et est-ce que ces réseaux aussi a permis à d'autres pays d'apprendre de chez nous? Il y a des rencontres qui se font pas plus longtemps. Il y a eu une rencontre pour mettre en exergue les bonnes pratiques pour qu'on s'enrichisse mutuellement des bonnes pratiques des pays qui sont membres du G5 Sahel. D'accord. Ça veut dire qu'au niveau global, les femmes sont aussi actives, pas seulement communautaires. Nous sommes presque à la fin de ce forum et nous allons faire un petit tour de table en une phrase. Madame, je vais commencer par vous. Ah ouais, brièvement, comment les femmes peuvent contribuer à la sécurisation de leur communauté en une phrase? En tant que médiatrice, tout simplement? Oui, parce que la médiatrice, elle s'autosaisit de tous les problèmes qui ont cours dans sa communauté. Voilà. Merci beaucoup. Khadija, en une phrase, comment la femme peut contribuer à la sécurisation de sa communauté? Oui, en une fois, au-delà de ce que la tante a eu à le dire, en assumant tout simplement ses responsabilités dans la société. Merci. Madame Amina Lawali, aujourd'hui des femmes de Walam qui nous écoutent et un peu partout au Niger, comment peut-elle assurer la sécurisation de leur communauté? Oui, moi c'est des recommandations que je vais faire.
Allez-y, donc vous serez au-delà d'une phrase. Oui, c'est d'intensifier les sensibilisations au niveau communautaire sur les droits des femmes et l'importance de la participation des femmes sur les prises de décision. Voilà. Vraiment. On va s'arrêter sur ça. Alors, Khadija, en une phrase aujourd'hui. D'accord. Comment les femmes peuvent contribuer? Moi, je dirais en tant qu'éducatrice, en assumant leur rôle de mère éducatrice, parce qu'un enfant éduqué à la maison, à la base, pour résister à toutes ces choses, parce qu'on sait que la dignité, les valeurs culturelles, les valeurs sociétales sont transmises par la femme, en contribution avec l'homme, bien sûr. Donc, si la femme joue pleinement ce rôle, moi, je me dis qu'on aura une société saine, une société exempte de conflits. C'est sur ces mots que prend fin le forum de ce soir. Pilote d'avion, maraîchère, femme au foyer ou fonctionnaire, enfin, toutes celles qui travaillent jour et nuit pour un Niger debout, chères auditrices et auditeurs, dans l'espoir que vous avez compris le rôle et les contributions de la femme nigérienne dans la sécurité. On se dit au revoir. Retenez que l'éducation, elle est primordiale pour que la femme puisse assumer son rôle dans la sécurisation de sa communauté. Merci à nos invités. Merci également à vous qui nous avez suivis grâce à nos médias partenaires. La technique a été assurée par une dame de fer, Amina, à qui je dis merci. Et la vidéo a été gérée par Issa Lawali. D'ici là, portez-vous bien et à demain pour la suite des programmes du Studio Kalangu. Bye bye.